C'est le premier procès pour inaction climatique à la Cour européenne des droits de l'homme. 6 jeunes Portugais vont défendre leurs arguments face à 32 gouvernements ce mercredi. Vaste opération policière pour démanteler le trafic de migrants syriens en Allemagne. 5 personnes ont été arrêtées. Le chef de la droite espagnole cherche à obtenir la confiance du Parlement, mais il risque de ne pas avoir la majorité suffisante pour former un gouvernement. La ville de Bruxelles ouvre un nouveau musée consacré à l'histoire et la culture de la bière. Ils étaient encore mineurs lorsqu'ils ont attaqué plus de 30 pays en justice pour inaction climatique. Aujourd'hui, ils ont entre 11 et 24 ans. Ces 6 jeunes Portugais s'apprêtent à défendre leurs arguments à Strasbourg devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le procès débute mercredi, 6 ans après le dépôt de leur plainte, alors que l'Europe a particulièrement souffert des conséquences du réchauffement climatique. Em Portugal, o que nós temos mais é ondas de calor e seca. Seca extrema que é em casos fatais. Ou seja, este calor está a infligir diretamente o nosso direito à vida e também outro direito muito importante que temos dentro do caso, o direito à vida privada. Ces jeunes souffrent d'angoisse climatique, comme beaucoup de leur génération. Ils ne demandent pas d'argent, mais veulent que les gouvernements changent leur politique et leur comportement. O que eu sinto mais é a frustração perante a não ação dos governos, dizerem que isto é problema secundário e não poderão dizer que é problema primário. Proteger o planeta é tão importante como proteger a nossa economia. Tudo está ligado. Si les 6 Portugais obtiennent gain de cause, les gouvernements seront légalement contraints de renforcer leur politique climatique. Leurs actions pourraient aussi servir de modèle à d'autres jeunes et les inciter à mener eux aussi un combat politique pour l'environnement et le climat. Le verdict pourrait prendre jusqu'à 18 mois. The Ukrainian General Staff reported that Ukrainian forces continued offensive operations in the Melitopol direction in western Zaporizhia region and offensive assaults in the Bakhmut direction, inflicting losses on Russian manpower and equipment and depleting Russian forces along the entire front line. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Captain Ilya Yevlash stated that Ukrainian forces liberated additional 2 kilometers of territory in the Bakhmut direction. The Russian Ministry of Defense claimed that elements of the Russian southern grouping of forces repelled Ukrainian attacks near Mayorsk, about 20 kilometers south of Bakhmut. The UK Defense Ministry says over the last week, Russian forces have made a concerted effort to conduct local counterattacks against advancing Ukrainian forces in both the Orikhiv and the Bakhmut sectors. In both areas, Ukrainian forces have defeated the Russian attacks and maintained their hold on recently liberated territory. Comments posted by the military community suggest extreme disillusionment among those involved in these counter-attacks, especially near Bakhmut, with reports of ill-conceived advances, lack of artillery support and heavy casualties. Over the last 9 months, the Russian force in Ukraine has proved itself capable of conducting stalwart defensive operations. However, it continues to display only minimal capability of the offensive. Commanders struggle to orchestrate complex joint effects, to concentrate sufficient artillery ammunition and to maintain high morale and offensive spirit. En Suède, 2 bâtiments résidentiels ont été touchés par des explosions ces dernières heures. La presse locale évoque un règlement de compte entre bandes criminelles rivales. Ici, à Linköping, une femme a été légèrement blessée. Les habitants de la zone touchée ont été évacués vers un complexe sportif. Det är svårt för mig att gå in på den typen av detaljer så tidigt i vår utredning. Men det man kan säga är ju att den typen av nätverkskriminella som finns nationellt, den är inte bara i storstäderna längre utan den finns även i Linköping och andra städer runt om i Sverige. Quelques heures plus tôt, un incident similaire s'était produit à Hässelby, près de Stockholm. 3 personnes ont dû être transportées à l'hôpital. Les affrontements entre gangs ont provoqué une vague de violence sans précédent dans le pays. Plus de 250 fusillades et une centaine d'explosions ont été recensées depuis le début de l'année. Bilan, 36 morts et des dizaines de blessés. Face aux derniers événements, le gouvernement suédois a annoncé la tenue d'une réunion
pour pouvoir rapidement mettre en place de nouvelles mesures. Démantèlement d'un réseau de trafic de migrants syriens en Allemagne. Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs villes du nord et de l'ouest du pays, mais aussi en Bavière dans le sud. La police fédérale allemande indique avoir trouvé une centaine de migrants dans des appartements utilisés par les passeurs. 5 personnes ont été arrêtées près des villes de Hambourg et d'Essen. Il s'agit de demandeurs d'asile syriens déjà installés en Allemagne. Ces derniers demandaient jusqu'à 7 000 € aux migrants pour les faire entrer clandestinement dans le pays. De l'or a été acheté avec l'argent récolté. Les quelques 350 agents de police déployés ont ainsi saisi l'équivalent de 220 000 € d'or, mais également 16 000 € d'argent liquide, des téléphones portables et des cartes SIM. De nombreux dirigeants ont assisté aux funérailles civiles de l'ancien président italien Giorgio Napolitano, décédé vendredi à l'âge de 98 ans. Considéré pendant des années comme le garant de la stabilité politique dans son pays, Giorgio Napolitano avait géré une phase particulièrement turbulente, voyant défiler 5 chefs de gouvernement en moins de 9 ans. Notre correspondante nous en dit plus depuis Rome. As head of state, Giorgio Napolitano helped steer the country through one of the worst political crises the country has ever faced, through the collapse of Silvio Berlusconi's final government at the peak of the debt crisis in 2011, turning the country back from the brink of economic default. Current President Sergio Mattarella recalled his European commitment. In fact, Giorgio Napolitano worked for EU institutions for several years before becoming president, and said, quote, that he fought important battles for social development, progress and peace, both in Italy and the EU. EU and Italian flags were already flying at half-mast in Brussels yesterday. And given the fact that Giorgio Napolitano was a supporter of the EU, and despite recent divisions among EU member states over a number of issues, including migration, several EU leaders attended his funerals, including French President Emmanuel Macron and German President Steinmeier. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Le chef de la droite espagnole, Alberto Núñez Feijóo, brigue le poste de Premier ministre devant le Parlement. Bien qu'arrivé en tête des élections de juillet, sans majorité, sa candidature semble vouée à l'échec. De son côté, le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, espère obtenir le soutien indispensable des indépendantistes catalans qui réclament en échange une mesure d'amnistie. Ya les adelanto que en el proyecto que vengo a presentarles no figura la amnistía, no figura la autodeterminación de parte de la nación, ni fórmulas análogas o equivalentes. Le dirigeant conservateur s'en est pris au chef du gouvernement sortant qu'il accuse de trahir les Espagnols. No paso por renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que compartimos para ser presidente del gobierno. No paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general para ser presidente del gobierno. Y no paso por traicionar la confianza de los españoles que me votaron para ser presidente del gobierno. Le chef du Parti populaire soumettra mercredi sa candidature. Pour être investi, il devra obtenir une majorité absolue de 176 députés et il lui manque toujours 4 voix. Plus de 160 vols ont été annulés cette semaine à l'aéroport de Gatwick au Royaume-Uni en raison du manque de contrôleurs. 30% du personnel n'est actuellement pas disponible pour diverses raisons médicales, notamment le Covid. L'aéroport londonien doit limiter ses vols à 800 par jour jusqu'au 1er octobre. EasyJet sera la compagnie la plus affectée car elle représente presque la moitié de tous les vols à Gatwick. Déjà fin août, une panne géante avait entraîné l'annulation de près de 2000 vols sur 2 jours. C'est l'un des bâtiments qui symbolise Bruxelles et en particulier son centre-ville. Après plusieurs années de rénovation, le Palais de la Bourse a ouvert ses portes au public. À travers ses nombreuses entrées, il sert de lieu de rencontre et de passage pour tous. Toutefois, le nouveau musée de la bière belge s'annonce comme la principale attraction des lieux. Cette boisson est d'ailleurs classée par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. It's in our
DNA, I think. Not only everybody has a brewer in his family, it's like the first social media. When you join somebody, when you want to have a gathering, it's always around a beer. It's accompanying us through our lives, I think, from the beginning until the end of our days. Le musée interactif consacré à l'art du houblon occupe environ un tiers du bâtiment qui date du 19e siècle. Pour 17 €, les visiteurs découvriront la culture et l'histoire de la bière. Cerise sur le gâteau, il est possible de profiter, avec modération, d'une bière fraîche avec vue sur la ville. More than 100 Belgian brewers came together and invented this new museum, well, all the content of the museum. It's quite unusual to have all these brewers together because usually they're competitors. We're really happy, and I think it's quite exceptional to have the story of the Belgian beer culture on 2 stories here in this beautiful building. Mais cet enthousiasme n'est pas partagé par tous les professionnels. Jean-Pierre Von Roy est propriétaire du musée familial de la bière Cantillon. 40 000 touristes passent chaque année par sa brasserie. Ce n'est pas un musée. Je considère que l'opération bourse par les grandes brasseries, c'est avant tout une opération commerciale, incontestablement. C'est l'idée de mettre en avant les grandes marques. Il n'y a absolument pas de but culturel poursuivi dans la présentation de ce soi-disant patrimoine. Avec une facture totale de 99 millions d'euros et le soutien de fonds européens, le Palais de la Bourse rénové et particulièrement son nouveau musée espère attirer chaque année 600 000 visiteurs.